Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. 18 des 20 meilleurs joueurs mondiaux seront présents au Rolex Monte Carlo Masters. Le premier rendez-vous sur terre battue de la saison proposera un plateau exceptionnel et sera diffusé en clair sur France Télévisions. Le patron des sports de la chaîne, Laurent-Éric Lelay, sera notre invité dans quelques instants. L'année scolaire n'est pas encore terminée que les élèves de terminale doivent déjà penser à leurs études supérieures. Ils ont jusqu'à jeudi pour valider leurs souhaits sur Parcoursup. Comment les accompagner dans leur choix? Y a-t-il des erreurs à ne pas commettre? Valérie Lemonnier, conseillère d'orientation au lycée Albert Ier, nous éclairera à ce sujet. Moment d'échange privilégié pour des élèves de l'école des Rêvoirs. Ils ont pu partager un instant avec Pier Paolo Calzolari, artiste qui expose actuellement au nouveau Musée national de Monaco. C'est parti pour les Sérénissimes de l'humour. La 18e édition propose une programmation éclectique avec notamment François-Xavier de Maison ou Boudère. Nous en parlerons avec Emmanuel Terris de Monaco Live Productions. Et puis, il a photographié les stars et autres personnalités de la Riviera pendant des décennies. Charles Bébert sort un livre qui retrace sa riche carrière. Un ouvrage à découvrir en fin de JT. Si les fans de tennis sont actuellement les yeux rivés vers l'Open d'Indian Wells, le Rolex Monte Carlo Masters a dévoilé aujourd'hui à Paris les joueurs qui ont confirmé leur présence pour l'événement qui aura lieu du 6 au 14 avril sur les terrains du Monte Carlo Country Club. Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, qui s'est incliné aujourd'hui au 3e tour du Masters 1000 d'Indian Wells, sera au rendez-vous, tout comme Alcaraz, Sinner, Medvedev ou encore Nadal. Si l'on regarde de plus près, 18 des 20 meilleurs joueurs mondiaux ont confirmé leur participation. Ce rendez-vous sera bien évidemment à suivre sur Monaco Info avec nos experts Christophe Paco, Frédéric Elion et Laurent Orsini, mais aussi en clair sur France Télévisions. Bonsoir Laurent-Éric Lelay. Bonsoir. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous ce soir. C'était dans les tuyaux depuis quelques mois déjà. France Télévisions diffusera bien le Rolex Monte Carlo Masters jusqu'en 2026. C'est une bonne nouvelle pour les téléspectateurs qui pourront voir cet événement en clair. Exactement, c'est une bonne nouvelle et c'est quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur de pouvoir proposer ce magnifique tournoi qui est inscrit, j'ai envie de dire, dans l'histoire du tennis français, même s'il est à Monte-Carlo. Il a cette dimension particulière d'être un des premiers tournois sur terre battue et donc de préparer le Grand Open de France de Roland-Garros que nous diffusons, vous savez, historiquement sur nos antennes. Il paraît que l'accord s'est fait à Monaco pendant le Sportel en octobre, c'est vrai ? Oui, il y a eu beaucoup de discussions, mais c'est vrai que les discussions ont abouti à ce moment-là. Alors, comment ça va se traduire, la diffusion du Rolex Monte Carlo Masters sur France Télé ? Alors, on va sélectionner un match par jour que nous allons diffuser sur nos antennes numériques, sur la plateforme France.tv, vous savez, qui est la plateforme leader du marché aujourd'hui. Et puis, à l'occasion de la finale, nous allons la diffuser en linéaire sur France 4 après. Avec la diffusion de Roland-Garros, du Masters 1000 aussi de Paris, France Télévisions s'inscrit vraiment dans la référence pour les fans de la petite balle jaune. Je crois qu'on veut montrer aux Français, et en clair, comme vous le soulignez au départ, un peu d'autre tennis que le tournoi de Roland-Garros. Souvent, le tennis en France, pour les téléspectateurs français, la grande majorité des téléspectateurs français, c'est un peu simplement Roland-Garros. On sait que le tennis a une activité extrêmement riche avec des tournois tout au long de l'année et 2 tournois à coloration française. Excusez-moi de vous franciser un petit peu, même s'il a sa spécificité qu'on aime tant monégasque, mais il parle beaucoup au public français. Donc, c'est bien évidemment l'Open de Monte-Carlo et le tournoi qui a lieu à l'automne à Paris. Petite parenthèse, Laurent-Éric Lelay, mais les caméras de France Télévisions reviendront au mois de juillet à Monaco pour la dernière étape du Tour de France. Ouais, c'est un événement magique, ça va être un événement historique puisque cette année, le Tour de France ne termine pas à Paris, mais termine à Nice et donc part pour cette dernière étape de Monte-Carlo. Et donc, ça va être, je crois, un moment à la fois festif, joyeux et un petit peu unique dans l'histoire. J'ai très hâte de cette dernière étape qui promet d'être spectaculaire. On ne peut pas, bien évidemment,
savoir quel va être le classement général juste avant cette étape. Enfin, en tout cas, elle va être spectaculaire et dans un lieu majestueux. Et puis on suivra bien évidemment les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques sur France Télé et sur France.tv. Oui, on a une programmation. Les Jeux Olympiques, cette année, on a la chance de les avoir en France. On sait tous que ça arrive pas souvent. En tout cas, pour les Jeux d'été, la première fois depuis 100 ans. Et donc, pour France Télévisions, c'était important de donner une ambition éditoriale extrêmement forte. Donc, nous allons ouvrir nos antennes de France 2, de France 3, tout au long de la journée, tout au long de la soirée, pour retransmettre ces Jeux. Et vous savez qu'il y a énormément de disciplines pendant les Jeux Olympiques. Et donc, on va créer une troisième chaîne qu'on va proposer sur notre plateforme France.tv. Et l'innovation également, au-delà de faire cette troisième chaîne, ça va être de démarrer cette chaîne avant les Jeux. Parce qu'on va la démarrer au moment de l'arrivée de la flamme, pas très loin de chez vous, à Marseille. Et on va suivre tout le parcours de la flamme jusqu'à Paris. Mais avant cela, il faudra suivre donc le Rolex Monte Carlo Masters sur France Exactement. Télévisions à partir du mois d'avril. Merci beaucoup Laurent-Éric Lelay d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. À très vite. Et en coulisses, le Monte Carlo Country Club se prépare à recevoir les spectateurs. Le montage des tribunes s'est accéléré depuis quelques jours. Un défi logistique réglé au millimètre près, comme vous allez pouvoir le voir dans ce reportage de Christine Datomel, réalisé avec Olivier Bonello et Clélia Renaud. En préparation depuis le mois de janvier, le Monte Carlo Country Club se prépare à accueillir les Rolex Monte Carlo Masters. D'ici 24 jours, les meilleurs joueurs mondiaux s'affronteront sur le court central, tandis que les membres du club échangent actuellement des balles sur les terrains. Les tribunes qui recevront les spectateurs commencent à émerger et nécessitent une manutention particulière. On commence relativement doucement, on commence à 8 personnes pour finir à 25-30 personnes pour le montage pur. Combien de sièges du coup installés ? Alors autour de 3800 de côté menton, 3600 côté mer et à peu près autant côté S. Rendez-vous donc d'ici quelques semaines pour les Rolex Monte Carlo Masters qui se tiendront cette année du 6 au 14 avril. Dans le reste de l'actualité en principauté, 4 nouveaux ambassadeurs ont remis leur lettre de créance ce mardi au Palais Princier. Jan Sot, ambassadeur de la Slovaquie, a été le premier à se présenter au Prince Albert II. Diplômé de l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou, Jan Sot a déjà représenté son pays en Roumanie, en Moldavie, mais aussi en Italie et à Malte. À ce jour, il est également ambassadeur de la République slovaque en France. Arturo Gil Pinto a lui aussi remis ses lettres de créance. L'ambassadeur du Venezuela possède une longue expérience dans le domaine de l'ingénierie. Il a notamment été vice-ministre de gestion des infrastructures au ministère des Transports et des Communications de son pays. Et depuis 1998, il est enseignant et chercheur à l'Université centrale de Venezuela. Arturo Gil Pinto a été suivi par Ioana Bivolaru, ambassadrice de la Roumanie. Ioana Bivolaru est diplomate de carrière avec plus de 25 années d'expérience. Elle a notamment été membre de la délégation nationale pour la négociation de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne. Elle a également été ambassadrice de Roumanie au Portugal. Elle représentera désormais son pays ici à Monaco. Enfin, Jo Indeke, ambassadeur de Belgique, a clôturé cette cérémonie de remise de lettres de créance au Palais Princier. Il est entré au ministère belge des Affaires étrangères en 1991 avant de multiplier les missions en ambassade. À noter qu'il est également ambassadeur de Belgique à Kinshasa. Dernière ligne droite pour les élèves de terminale, ils ont jusqu'à jeudi pour formuler leur souhait d'orientation sur Parcoursup. Un moment important pour les futurs étudiants qui peut s'avérer parfois être un casse-tête, voire un véritable stress. À Monaco, 444 élèves des établissements publics et privés sont concernés par cette procédure. Pour les accompagner au mieux, ils peuvent compter sur le personnel de la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui joue un rôle de conseil très important. Bonsoir Valérie Lemonnier.
Bonsoir Émilie Rousseau. Vous êtes conseillère d'orientation au lycée Albert Ier. Comment accompagner au mieux les élèves de terminale dans leur choix ? Alors, comment on les accompagne ? D'abord, on leur propose plusieurs temps collectifs de travail, notamment des séances d'exploration sur Parcoursup. Ce travail est initié depuis la classe de première où on propose tout un travail d'exploration sur la plateforme afin qu'ils se familiarisent avec le fonctionnement de cette plateforme, qu'ils puissent découvrir l'offre de formation qui relève de Parcoursup. On les aide à identifier les caractéristiques des différentes formations qui repèrent bien un petit peu les contenus disciplinaires, les compétences qui sont attendues, les spécialités qui sont recommandées. On les sensibilise aussi sur les taux d'accès qui révèlent quand même un indicateur de la sélection. Donc plus les élèves seront informés et mieux ils feront des choix éclairés. Alors, combien de vœux les élèves de terminale peuvent formuler sur Parcoursup ? On entend souvent qu'il est important de multiplier les souhaits. Oui, tout à fait. D'abord, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'orientation post-bac, elle est particulièrement sélective. Et même un élève qui a un bon dossier, voire un très bon dossier, et surtout ces derniers, ils ont souvent des choix ambitieux, c'est presque nécessaire de multiplier les candidatures. Pour répondre à votre première question, donc un élève peut faire 10 grands vœux avec une possibilité de sous-vœux uniquement les sous-vœux en fait, ne concernent uniquement les formations de même spécialité, de BTS et de BUT. Pour les prépas, c'est sur la même voie d'études, sachant que la règle des sous-vœux, en fait, se limite à 20 maximum. Voilà. Est-ce que c'est un stress pour les élèves de terminale ? Est-ce que c'est un stress ? L'orientation, il y a quelque chose effectivement d'un petit peu d'anxiogène. C'est difficile pour certains de faire des choix. C'est difficile de faire des choix. Nous, ce qu'on fait sur le lycée, c'est qu'avec mes collègues enseignants, mes collègues documentalistes du CDI, même les CPE qui sont à l'écoute de nos élèves et qui leur demandent régulièrement « est-ce que tu t'es informé ?», on essaye de les inscrire donc, dans une double démarche, à la fois une démarche d'information donc sur les filières d'études de l'enseignement supérieur, qui se saisissent bien un petit peu des attendus, ce qu'il est nécessaire d'avoir au niveau de son dossier ou de ses spécialités et des résultats pour pouvoir obtenir ou décrocher des offres. Et après, qui mènent aussi une réflexion sur eux-mêmes, qu'ils essayent d'identifier, de cerner un petit peu tout ce qui relève des éléments de la sphère personnelle, c'est-à-dire de leur goût, de leur centre d'intérêt. On leur apprend avec mes collègues enseignants à ce qui s'évalue objectivement. Ça, c'est aussi important parce qu'on peut être ambitieux, mais l'objectif quand même par rapport à Parcoursup et la procédure, c'est que nos élèves, il faut qu'ils décrochent au moins une offre qui soit proche à la fois de leurs intérêts et à la fois de leurs compétences. Et après le 14 mars, il ne sera plus possible de formuler des vœux ? Non. La plateforme sera verrouillée. Donc là, on sera sur la fin de la deuxième étape. C'est-à-dire à partir du 15 mars, un élève qui souhaiterait enregistrer un vœu en licence ou en prépa, il ne pourra pas le faire. Dernière question, Valérie Lemonnier. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux retardataires, à ceux qui hésitent encore sur leurs vœux ? Alors, déjà qu'ils se pressent, si vraiment leur projet de formation, relève de la plateforme Parcoursup, parce qu'il leur reste un petit peu plus de 48 heures. Nous, on a fait de notre côté un message de rappel, à la fois à tous les élèves de terminale et à leurs familles, en leur expliquant le calendrier de cette procédure avec les dates à respecter. Donc, les élèves ont jusqu'au 14 mars, 23h59 pour enregistrer leurs vœux de formation. Ensuite, ils auront jusqu'au 3 avril, 23h59 pour finaliser chacune de leurs candidatures et les valider. Ensuite, il faudra attendre le 30 mai. Là s'ouvrira la dernière phase de la procédure Parcoursup. Donc, à partir du 30 mai, les élèves, quand ils se connecteront sur leur dossier Parcoursup, en face de chacune de leurs candidatures, ils auront une réponse avec les délais de réponse qui seront précisés. Eh bien, merci beaucoup Valérie Lemonnier de nous avoir éclairé au sujet de Parcoursup. Merci d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous.
Le nouveau musée national de Monaco multiplie ses ateliers avec les scolaires pour intéresser les jeunes à l'art. En ce moment, c'est l'exposition de Pier Paolo Calzolari qui est à l'honneur. Pour l'occasion, l'artiste est venu à la rencontre des élèves de l'école des Rêvoirs. Un échange enrichissant tant pour les écoliers que pour l'artiste. Le reportage d'Alban Gingembre et Hugo Comasa. Ils sont entrés dans l'univers du rêve de Pier Paolo Calzolari. Ici, les peintres en herbe s'amusent à mélanger les matières pour créer une œuvre, une technique que l'artiste a pris soin de leur transmettre. J'ai aussi essayé de faire couler les gouttes d'aquarelle, comme il nous a dit, et ça a à peu près bien marché. Pour voir ce que ça rend quand les couleurs se mélangent, ça peut faire des dessins qui se fait tout seul. J'ai appris qu'il y avait plusieurs façons de faire de l'art avec plusieurs matériaux. Par exemple, là, j'ai appris une façon avec de l'aquarelle. Je ne connaissais pas cette façon avant. Les enfants ont aussi pu s'exprimer sur leur œuvre préférée. Celle avec les morceaux de bois brûlés au mur. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on puisse penser que ça soit des portes avec un monde derrière. Parce qu'elle me fait penser à mon chalet à Valberg et j'aime beaucoup mon chalet. Cet échange est à la fois formateur pour les jeunes, mais aussi pour l'artiste qui se trouve confronté à un tout autre public. Les enfants se sont permis de faire des questions d'enfants et lui a répondu à des questions auxquelles il n'a probablement pas tout à fait l'habitude de répondre. C'est un artiste qui est plutôt taiseux, qui est plutôt cryptique et qui fait en sorte que ses œuvres ne soient pas forcément très lisibles. Et là, il est à la fois contraint de devoir donner des explications et les enfants sont en mesure de poser des questions d'enfants. Et c'est des questions que nous, on se refuse à poser la plupart du temps en tant qu'adultes parce que c'est compliqué ou c'est un peu interdit, entre guillemets. L'exposition de Pier Paolo Calzolari est encore visible jusqu'au 4 avril. L'intelligence artificielle fascine, inquiète et pose beaucoup de questions. Pour tenter d'y répondre, Marco Landi était l'invité du Monaco Press Club lundi soir à l'hôtel Hermitage. Ancien numéro 2 d'Apple en Californie, collaborateur de Steve Jobs et aujourd'hui président de l'Institut Europia. Marco Landi est un spécialiste aguerri de l'intelligence artificielle. Il est venu parler des évolutions, bonnes comme mauvaises, qu'il a développées dans son dernier livre « Nous et l'intelligence artificielle ». Alors qu'est-ce que l'IA? Quels problèmes pose-t-elle aujourd'hui et comment la réguler? Écoutez son avis, recueilli par Théo Schumer. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une technologie, c'est la continuation de la philosophie. Nous, on cherche de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans notre cerveau pour utiliser cette connaissance, pour la mettre dans des machines, pour nous aider à faire mieux dans la vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur qu'on va, nous, comme humanité, à perdre le contrôle de l'intelligence artificielle. Pour le moment, je ne le vois pas. Moi, je vois la partie plus positive. Tu as l'aide à la santé, tu as l'aide à l'éducation et tu as l'aide aussi au travail. Beaucoup plus simple et moins dangereux. Si tu veux y mettre dans les marchés des systèmes d'intelligence artificielle, il faudrait qu'ils soient en fonction des règles qui sont établies par l'État. Le vrai problème, c'est qu'encore l'État, il n'est pas capable de comprendre l'importance de mettre ces règles. L'Europe est la première qui cherche de mettre ces règles. Mais dans le même temps, tu as le problème. Si tu mets trop de règles, tu peux tuer l'innovation. Et c'est là toujours l'ambiguïté dans laquelle on se trouve. C'est à l'homme et à l'humanité, comme justement tu dis, de savoir comment utiliser la technologie. C'est un rendez-vous qui s'est inscrit comme le rendez-vous du rire en principauté. Les Sérénissimes de l'humour viennent de débuter au Grimaldi Forum et c'est Manu Payet qui a ouvert le bal avec son one-man show. Emmanuel II, suivront Boudère, François-Xavier de Maison que nous avons reçu dernièrement sur Monaco Info et David Voinzon. D'autres rendez-vous sont au programme. Pour en parler, Emmanuel Terris de Monaco Live Production est en duplex avec nous. Bonsoir Emmanuel Terris. Bonsoir Émilie. 18e édition déjà pour les Sérénissimes de l'humour. Le programme de cette année promet encore du rire et de la bonne humeur au Grimaldi Forum. Hein. Tout à fait, c'est ce qu'on a vocation à faire. On a 18 ans maintenant d'expérience et c'est ce qui nous motive chaque année de voir le public qui revient en masse. Alors certains humoristes sont des habitués du rendez-vous, d'autres vont vivre leur première. Comment on attire ces artistes en principauté ?
C'est déjà en priorité leur disponibilité en fonction de leur actualité qui permet donc à l'équipe de faire une programmation. Et ensuite, bien évidemment, Monaco attire de par lui-même le soleil, la bonne humeur, la mer. Dernièrement, ce n'était pas trop le cas. Mais on compte sur le soleil pour être avec nous. Et après, on a une super équipe aussi qui accueille bien tous nos artistes. Est-ce qu'il y a une certaine forme de fidélité aussi qui s'est installée ? Oui, certains ont plaisir à revenir, vraiment. Les productions nous demandent, en fonction de l'actualité, bien évidemment, des artistes, de participer à nouveau au Sérénissime. Il faut, pour nous, qu'il y ait une réelle actualité, donc qu'il y ait vraiment un nouveau spectacle, pour pouvoir proposer du contenu de qualité à tous les spectateurs qui viendraient. Et ensuite que l'artiste, qu'il y ait un peu de renouveau aussi également, c'est-à-dire que s'ils nous font 2 spectacles différents chaque année, on préfère privilégier les gens, les différents artistes, pour pouvoir diversifier l'offre et proposer un contenu vraiment de qualité, une programmation de qualité. Voilà. Et quel regard les artistes portent-ils sur Monaco et sur les Sérénissimes ? Plutôt bienveillant, puisqu'ils préfèrent revenir qu'aller sur certains autres festivals pour certains. Au départ, il y a quand même une petite appréhension parce que dans ce milieu-là, le mot tourne vite et on sait que le public n'est pas facile comme dans d'autres villes. Mais une fois que le public est lancé, et il est acquis pour la soirée, et ça, généralement, c'est quelque chose qu'ils ressentent et qui est très apprécié. Alors Boudère, Manu Payet, François-Xavier de Maison seront notamment sur la scène du Grimaldi Forum. Et événement dans l'événement, le 15 mars sera l'occasion de découvrir de nouveaux talents lors du Comédie des Sérénissimes. Quel est le concept ? Alors le concept, c'est justement de lancer des nouveaux artistes, ou du moins de faire connaître certains qui tournent déjà, du moins sur les scènes parisiennes. Puisqu'on va dire que les comédies, il y en a sur la Côte d'Azur, mais c'est principalement en région parisienne que pas tout se fait, mais qu'on va dire que les principaux se font connaître. Donc on est en partenariat avec Rire et Chanson sur cette soirée-là, puisque l'émission est retransmise en direct sur la radio Rire et Chanson nationale. Et donc il y aura 5 talents à découvrir, et je vous invite, pour les plus curieux, à venir, car il reste encore quelques places sur cette soirée qui promet de belles choses. Et certains talents ont déjà fait carrière après leur passage sur ce tremplin. Oui, par exemple Tano, qui a été révélé avant on n'appelait pas ça le Comédie des Sérénissimes, on appelait ça l'Open du Rire. Et Tano a gagné une des premières éditions, et du coup a lancé sa carrière depuis ça. On le disait au début de l'entretien, 18e édition pour les Sérénissimes. C'est quoi le secret de longévité de cet événement ? C'est, je pense, de faire une programmation qui n'est pas pour nous, de faire une programmation qui soit au maximum éclectique, d'essayer de proposer toujours de nouveaux talents et du moins les nouveautés en termes de spectacle. Il n'y a pas Paris et le reste du monde. On essaye d'être aussi... de proposer autant de belles choses que dans les grandes capitales qu'il puisse y avoir de par le monde. Et voilà, c'est ce qu'on a vocation à faire. Voilà. Dernière question, Emmanuel Théris, 3 bonnes raisons pour venir au Sérénissime. Un bon moment de détente, une super programmation et juste l'envie de rire. Ouais, du rire et de la bonne humeur. Merci infiniment, Emmanuel Théris, d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Il y a des photos que l'on n'oublie pas et des rencontres également. Lui les a toutes immortalisées avec son objectif. Charles Bébert est un photographe connu et reconnu de la région. Ce personnage haut en couleur vient tout juste de sortir un livre retraçant toute sa carrière, en photo bien sûr. Charles Bébert a présenté son ouvrage à Nice à la boutique Chasseur d'images. Frédéric Elion et Lionel Bernardi y étaient. Chez les Bébert, la photo est une histoire de famille. Bien plus qu'un métier, une passion transmise au fil des générations. Charles Bébert, 87 ans, est un personnage emblématique de la Côte d'Azur. Originaire d'Oran, il arrive à Nice au début des années 60.
Ami des stars comme Johnny Hallyday, Charles Aznavour ou Claude François, il immortalise pendant des décennies l'âge d'or de la French Riviera. Charlie Weber, le patrimoine le patrimoine de partout, on va dire, de toute la Méditerranée, plus que de Nice, et une figure emblématique de notre mémoire locale. Charlie, comme on le surnomme, crée une émission quotidienne diffusée sur TMC entre 1966 et 1972, Quoi de neuf sur la côte selon Charles Bébert, où il diffuse ses clichés relatant l'actualité entre Cannes et Monaco. Ce chasseur d'images indépendant a toujours eu un lien particulier avec la principauté. J'ai travaillé beaucoup à Monaco et grâce à la princesse, grâce à la famille Monaco, j'ai pu me refaire parce que sinon je ne serais pas en sortie. Il y avait des soirées, le bal des petits blancs, le cirque de Monaco, le Grand Prix de Monaco, enfin tout. J'ai travaillé surtout sur Monaco. Vous l'avez dit, vous en avez fait des millions des photos, Charlie. S'il y en a une que vous devez retenir en principauté à Monaco, ce serait laquelle? C'est la princesse Grace avec Michel Morgan que j'ai faite. C'est une des plus belles photos que j'ai faites de la princesse et elle a été tellement gentille avec moi qu'à chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, elle n'a jamais refusé. Autre photo mythique, ce cliché du prince Albert II à la sortie de l'école primaire, à retrouver dans un livre qui retrace la grande carrière de Charles Bébert. Et le livre de Charles Bébert est à retrouver sur le site justanidea.com. Vous pouvez également retrouver tout son travail sur son profil Instagram. La météo, c'est avec vous Vanessa Dessy. Bonsoir. Quelle est la tendance pour la journée de mercredi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le soleil sera de retour en principauté, même si quelques nuages pourraient être présents durant la journée. Les températures oscilleront de 10 à 15 degrés. Le soleil se lèvera à 6h43 et se couchera à 18h35 et nous célébrerons les Rodrigues. Merci Vanessa et merci à vous pour votre fidélité au JT de Monaco Info. Nous parlions de photographie tout à l'heure. Lui a marqué son temps avec ses célèbres clichés, c'est Robert Doisneau. Son œuvre s'exposait en 2006 au Grimaldi Forum. Notre photographe Charlie Gallo était présent pour immortaliser ce moment. Ce sont nos photos de fin de JT ce soir. Passez une excellente soirée et à demain, 19h, pour une nouvelle édition.